et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à Pranzac pour la visite du château. On va faire ça en plusieurs étapes. Donc, on va vous raconter l'histoire du château. Premièrement, l'association de Monsieur Abélard, qui est président. Ensuite, l'histoire du château. Et nous terminerons par la visite. J'espère que la vidéo vous plaira. Allez, c'est parti! Alors, c'est parti, je suis avec Monsieur Abélard. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, racontez-nous l'histoire de l'association, pourquoi vous avez fait ça et le château. Alors l'association a été créée en 1993, donc presque 30 ans maintenant, avec comme objectif la recherche de l'histoire locale et la mise en valeur du patrimoine. Alors on peut traverser Pranzac aujourd'hui en se disant il n'y a pas grand chose, on voit la lanterne des morts, mais autour de l'église il y a de nombreux vestiges qui correspondent en fin de compte à l'ancien château construit au Moyen-Âge. Donc nous sommes 48 adhérents et on effectue donc depuis 28 ans des recherches. On a eu la chance il y a 3-4 ans à Limoges de pouvoir récupérer 800 photos d'actes du château dont les origines remontent à 1170. Voilà, donc on a énormément d'informations et c'est ce qui nous a permis d'ouvrir donc ce lieu, la Maison du patrimoine et de la culture, qui est ouvert maintenant depuis 2 ans, ce sera la 3e année, et ouvert donc tout juillet et août de 10h, 12h, 14h, non 15h, 15h, 18h. Donc les gens peuvent découvrir l'histoire du château, mais aussi un peu la vallée, les moulins, le phénomène karstique et l'ensemble de l'histoire des lanternes des morts. Ok, donc maintenant nous allons aller sur l'histoire du château. Bon, Monsieur Abélard, racontez-nous l'histoire du château. C'est à vous. Alors, avant de vous raconter l'histoire du château, donc il reste des vestiges du XIIe siècle. Sur cette carte donc de Cassini, je vais vous indiquer qu'il existait donc un château avant, au 9e, 10e siècle, qui a été érigé. Donc là, vous avez la vallée du Bandia, et ici, vous avez un promontoire rocheux qui vient au-dessus du canal. Et le premier château, tel qu'il est représenté ici, donc était en bois, un peu comme sur une motte féodale. Et c'est à partir du XIIe siècle qu'un château en dur donc, a été construit comme un peu partout en France. Et là, vous avez un polygone qui correspond à l'ancien parc ceinturé d'un mur avec la partie boisée, réserve de chasse, et puis la prairie, et vous avez symbolisé l'église, le château, le bourg et le moulin. Voilà. Et je vous propose maintenant de nous diriger vers la maquette. C'est ce qui représente le plus facilement aujourd'hui donc ce qu'était le château. Vous avez donc le canal donc en bleu, différents fossés. Cette partie-là, adossée aux murailles, correspondait au bourg du château. Et là, donc, ce mur périphérique correspond donc au mur de Courtine et à l'intérieur, donc la basse-cour, où le personnel du château donc, vaquait à leur occupation. Vous avez la maison du four à pain ici et la tour Jourdain. On ira tout à l'heure donc au pied de cette tour qui est en restauration. Et là, vous avez l'emprise du château tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec 2 tours de 9 mètres de diamètre, 18 mètres de haut. On connaît un donjon qui était sur cette partie-là, la façade du côté de la haute cour. Et si là, il n'y a rien sur cette 4e angle, c'est qu'aujourd'hui, on n'a aucune information et on ne sait pas si c'était une tour ronde ou une autre tour carrée. Voilà. Là, vous avez l'église telle qu'elle était à partie romane, avant 1520. Le seigneur du château avait possibilité, loisir, donc d'accéder directement à l'église. Et en 1520, lorsque Catherine Clermont d'Ampierre est devenue châtelaine, il y a eu une augmentation de la population. L'église est devenue trop petite et elle l'a fait agrandir. Donc voilà ce qui existe aujourd'hui, avec une travée complémentaire et une très très belle chapelle Renaissance. Là, donc, je vous rappelle qu'il y avait le mur de Courtine avec le pont-levis. Pareil, beaucoup plus de récoltes à cette époque-là, en 1520. Le château 34 pièces était devenu trop petit, il n'y avait pas vraiment de lieu de stockage et Catherine Clermont d'Ampierre fit construire donc ce bâtiment qui a été implanté
à l'emplacement ici au-dessus du mur de Courtine. Le canal passe dessous. Une partie était à usage d'habitation où résidait le régisseur du château de la famille Tourette, et l'autre partie est dénommée recette, rez-de-chaussée et premier étage, où étaient stockées en fin de compte toutes les récoltes du seigneur ou ce qui était récupéré auprès des exploitants. Voilà. Donc vous avez pour les enfants un certain nombre de petits boutons qui permet donc de localiser, ce qui leur permet de trouver la cave et le souterrain qui permettait aux seigneurs donc de s'enfuir dans le parc. En fait, toute l'histoire des seigneurs qu'il y avait au château. C'est à vous, monsieur. Donc, aux archives à Limoges, nous avons pu retrouver donc des actes avec le nom des seigneurs depuis 1170. Le premier, Wilhelmus Jordanus de Pranzaco, qui était marié avec Pétronille de la Motte, qui était née en 1142. Donc, de cette famille Jourdain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jourdains, donc de père en fils, qui ont été seigneurs de Pranzac. Ça nous amène jusqu'au début vers 1346. Et là, donc, par mariage, c'est passé dans la famille Renoir. Il y a eu 4 Renoirs successivement. Les 2 derniers étant frères et sœurs, voilà. Ensuite, par mariage, c'est passé dans la famille Guy-de-Mareuil, Catherine Clermont d'Ampierre. C'est elle qui a fait agrandir l'église et qui a créé le logis Renaissance. Sa fille s'est mariée avec un Nicolas d'Anjou. René d'Anjou s'est marié avec François de Bourbon. Il y a eu un fils, Henri de Bourbon. Par mariage, c'est passé dans les Redons, une famille d'armateurs très riche. Et aussi par mariage, en 1682, c'est passé dans la famille Pérus Descartes, sur 4 générations, qui étaient intendants du roi pour le Haut et le Bas Limousin. Donc Pranzac, pour eux, était un château d'agrément, et il était principalement géré par un régisseur qui était là donc à temps plein. Donc c'est assez rare d'avoir cette dynastie sur une commune. Oui, c'est pas donné. Et on a situé à l'époque où les moulins ont été construits, à l'époque où la lanterne des morts a été construite, à la date à laquelle Pranzac avait droit de haute et de basse justice. On a un terrier de 1478 qu'on a situé, l'extension du logis, la création de stipendie en 1530 dans l'église et la construction de la chapelle à partir de 1520. Elle est très belle en plus. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, on est parti pour la visite du château. Nous nous trouvons devant la maison du patrimoine qu'on peut visiter. Donc, monsieur Abélard, dites-nous quand on peut la visiter, les dates, et combien ça coûte. Allez-y, je vous laisse. Alors, ce sera visitable à partir du 2 juillet, tout le mois de juillet et tout le mois d'août. C'est un bâtiment du XVIe siècle qui a été restauré, ouvert donc de 10h à 12h le matin, de 15h à 18h l'après-midi. Donc il y a un jeune qui est là pour vous accueillir, pour expliquer ce qu'il y a à visiter, vous commenter les expositions. L'entrée est gratuite. Vous pouvez donner un petit quelque chose à la fin si vous avez trouvé l'expo intéressante. Et puis il y a des livrets sur l'histoire des moulins, sur la châtellenie, sur les lanternes des morts qui sont en vente et qui permettent donc d'avoir quelques recettes au niveau de l'association. Voilà, donc on vous attend tout cet été. Merci beaucoup. Super. Alors, un conseil, allez-y. Je ne vais pas vous faire montrer l'intérieur parce que sinon, je vais tout spoiler. C'est la peine. Le but, c'est que vous veniez à Pranzac, à la Maison du Patrimoine, allez visiter et laissez un petit quelque chose. Ça pourra toujours agrémenter pour l'histoire du château, pour tout ce qui est église, tout ce qui est patrimoine de Pranzac et même pour les spectacles à venir. Allez, on est parti pour la visite du château. Ça y est, nous sommes à l'intérieur du château. Maintenant, c'est parti pour la visite. Allez, on est parti. Donc de la Maison du Patrimoine, pour accéder au château, on prend la rue Jacqueroux, on traverse le canal, on passe sur le côté droit d'église et on va derrière l'église. Et là, donc, nous sommes sur une partie de l'ancienne basse-cour. Devant nous, donc, une tour de 16 mètres de haut que l'on appelle la tour Jourdain, du nom du seigneur, donc le premier qui a érigé ce bâtiment. Vous avez une partie de la façade, le château de 34 pièces qu'on a vu sur la maquette se situait donc à l'arrière.
Tout a été démonté, enfin ça a été acheté par un marchand de biens et ça a été vendu pierre par pierre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il reste une tour de 16 mètres, une deuxième tour qui fait 6 mètres de haut. Voilà. Et là, donc, de ce côté-ci, vous avez donc l'ancien mur de Courtine, le mur de défense, où il y avait donc, on voit des pierres de crochette, il y avait des ours qui étaient installés là, de manière à pouvoir défendre le château. Donc, vous voyez là des ouvriers qui sont aujourd'hui des bénévoles, membres de l'association, parce que depuis l'année dernière, on s'est engagé dans la restauration de ces vestiges-là. Donc on a remonté entièrement cette maison qui était la maison du four à pain qu'on va pouvoir découvrir après. On a remonté le mur, remonté la voûte, remonté complètement les murs ici. On travaille beaucoup en économie circulaire, en réutilisant donc des matériaux qui ont déjà eu une vie au niveau des charpentes, au niveau de tout ce qui est bois. Voilà. Okay. Donc, et c'est à cet endroit-là que tous les vendredis soirs, à partir du 8 juillet, il y aura donc des visites à la torche avec des scènes, une quinzaine de personnes en costume, le seigneur à cheval, nos deux meuniers avec l'âne et les sacs de farine, des chèvres, voilà, une quinzaine de personnages, Dame Catherine Clermont-Dampierre, les lavandières qui seront là, qui vont perturber un petit peu les commentaires des visiteurs. N'est-ce pas, Madame la lavandière Sylvie? Oh, aujourd'hui, oui, mais les vendredis soirs, elle cause. Voilà, tout se fait dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur. On n'est pas professionnel, mais on essaye de faire passer aux gens une soirée agréable et de permettre de visualiser ce qui n'est pas visible en journée, parce qu'on rentre dans le moulin qui est privé, on rentre sur le terrain du logis qui est privé, ici c'est privé aussi, et on met en lumière donc tous ces éléments-là. Il y a aussi le jardin Renaissance, le jardin médiéval qui a été créé l'année dernière par des membres de l'association, avec donc des plantes médicinales. Il y a un carré qui correspond donc pour la digestion, un autre pour les contusions, voilà, tout ça c'est pédagogique. Et le 20 et le 21 août, on aura une fête ici qui permettra de retrouver donc les métiers d'antan et aussi des arts de l'artisanat d'aujourd'hui. Ah super. Bon, allez, on va aller à la petite maison là. Allez, c'est parti. Alors, ici, nous sommes où exactement alors, nous sommes donc dans l'ancienne maison que l'on appelle le four à pain, puisque à l'intérieur, on voit donc la façade qui n'est pas d'origine, c'est de la récupération. Et le four donc est à l'arrière, il fait 2,20 m de diamètre. Vous voyez là du polystyrène et du sable, puisque pour pouvoir poser donc les briques à la verticale, les dernières, on a créé un dôme de sable comme ça se faisait anciennement. Okay. Samedi prochain, on enlève tout et on voit s'il tient ou si ça s'écroule. Voilà. L'objectif, c'est cet été de pouvoir faire du pain, faire du fouet pour pouvoir le vendre lorsqu'on aura des fêtes. Et alors, juste à côté, donc, vous avez une grande pierre qui a été taillée en un seul bloc, que l'on a restaurée. C'est pas une baignoire, c'est ce qu'on appelle une ponne pour pouvoir faire la bugée. La bugée, c'est la lessive. On faisait chauffer donc de l'eau, on mettait l'eau chaude à l'intérieur, de la cendre pour faire la lessive. Et elle était en position plus haute de manière à ce que les braises chaudes qui sortaient du four puissent être mis dessous et maintiennent l'eau en température. Voilà, tout était calculé, rien ne se perdait. Ah bah, ils étaient déjà écolos, avant l'heure. Avant l'heure, oui. Ah super. Et là, vous avez tout refait, la charpente. Voilà, tous les éléments de charpente, vous voyez, en colombage, c'est avec des poutres de récupération sur des chantiers de déconstruction. Et dans l'association, on a un charpentier donc, qui fait avec là un système, voilà, comme les échoppes dans le temps pour pouvoir vendre le pain, les gens viendront ici. Ok. Venez, hein, parce qu'à mon avis, si c'est du pain du temps médiévaux, il ne va pas être mauvais. Venez, venez. Tout à fait.
Alors, nous avons fait le tour du château. Maintenant, je suis, regardez derrière moi, à côté d'un four à pain fait main. Ils l'ont fait eux-mêmes. Donc, je vais laisser monsieur Abelard vous raconter et on y va. Allez-y. Donc nous sommes de l'autre côté du mur là, de la prise précédente. Donc il y avait une dalle de béton, il n'y avait plus rien, simplement ce qu'on appelle la sole, les dalles en terre cuite à l'horizontale en mauvais état. On a repositionné une sole neuve dessus, et là donc la voûte a été reconstituée avec un dôme en sable en coffrage. Le sable sera enlevé samedi prochain, et là vous avez à peu près 600 briquettes réfractaires qui ont été positionnés donc petit à petit avec une équipe de 3 personnes, dont un retraité qui en avait déjà monté. Voilà. 2,20 m de diamètre intérieur, Oui. des briques de 22, et puis là vous avez donc ce qu'on appelle un coulis avec de l'argile qui fait 5 cm et qui recouvre tout. Prochaine étape, monter un mur en moellon tout autour. D'accord. Remplir du sable entre le mur et la voûte, et une toiture avec un appentis par-dessus pour pouvoir le protéger. Okay. Mais dès cet été, dès même le mois de juillet, voilà, on va essayer donc de s'en servir et de faire du bon pain pour pouvoir le proposer les week-ends, ou quand on fera notre fête week-end d'artisanat d'art le 20 et le 21 août. Ok, donc venez et alors si le pain il est bon, il faudra venir souvent, hein, je vous le dis. Pour la dernière étape de la visite, nous sommes à l'intérieur de la tour Jourdain. Je laisse monsieur Abelard raconter l'histoire de cette tour. C'est à vous. Donc cette tour a été édifiée fin 12e, début 13e siècle. Une très belle construction, toute en pierre de taille intérieure, extérieure, avec de la pierre très dure. Des murs qui font 1,50 m de diamètre. Extérieur, le diamètre est de 9 mètres. Et donc c'est une tour au rez-de-chaussée, vous avez une voûte. Donc c'est octogonal à l'intérieur, et en haut vous avez une clé de voûte qui correspond avec une sculpture d'une main bénissante dirigée vers le bas. Donc on pense que cette partie-là a pu être utilisée comme une chapelle. D'accord. Donc à la Révolution, ce qu'on appelle les culots en bas des liernes ont été cassés, les corniches ont été cassées, mais on a de la chance, c'est que dans la seconde tour, il y a encore des corniches et il y a encore un culot avec des feuilles d'acanthe. Et ici, en dégageant le rez-de-chaussée, on a trouvé donc des morceaux des corniches. Donc on a le profil exact et qui correspond à celui de l'autre tour. Voilà. On a énormément, parce que l'objectif c'est de restaurer entièrement cette tour dans la dizaine d'années à venir. Là, bon, au premier étage, il suffit de poser un plancher en terre cuite, et puis après aux étages, il n'y a plus rien. Il faut faire des planchers, il faut poser une charpente, une couverture, reconstruire l'escalier hélicoïdal en pierre. Donc on a un peu de travail devant nous. On est là tous les samedis, entre 5, 10, 12, 15 personnes, suivant les disponibilités des gens. Donc des gens qui sont retraités, des actifs qui sont dans différents domaines, pas forcément celui du bâtiment. On a un charpentier, on a un maçon, on a un carreleur, on a un chauffagiste, on a un électricien. Voilà, il y a un petit peu tous les corps d'État qui sont là. Et on avance petit à petit avec des subventions qui nous sont données ici et là. Mais on utilise aussi les dons privés, c'est défiscalisé. Si vous donnez 100 €, ça vous coûtera que 34 €. Vous pouvez déduire le reste de vos impôts. Voilà, et vous ferez un geste pour la sauvegarde du patrimoine charentais. C'est le but. Voilà. Dites, à la fin quand vous aurez fini, on va dire une dizaine d'années, vous ferez des visites, ça serait visitable jusqu'au-dessus ou pas? Oui, l'objectif c'est que ça soit des salles aménagées telles qu'elles étaient donc, au Moyen-Âge, fin Moyen-Âge, au début Renaissance, avec du mobilier si possible, et on fera des salles d'exposition. C'était des chambres aux étages avec commodité, donc des latrines, on va reconstituer les latrines. Il y aura au moins une pièce en chambre, une autre peut-être en salle à manger. Voilà, il y aura 4 niveaux qui seront visitables, en plus de la maison du patrimoine. Voilà. Ok. Bon, je vais conclure là. Donc, merci Monsieur Abelard de nous avoir accueillis, de nous avoir expliqué vraiment l'histoire du château
du début jusqu'à la Révolution française. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure sur les randonneurs du passé. Prenez soin de vous et de votre famille et respectez la nature. Et surtout, venez à Pranzac, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Allez, ciao, merci. Au revoir.